on va passer à la deuxième table ronde, donc sur une question qui a déjà été évoquée, qui est effectivement extrêmement importante, sur le genre dans la formation professionnelle. Donc, Marianne Thivan, donc, qui est historienne ici à Lyon 2, donc viendra nous présenter une mise en perspective historique je dirais au long cours sur cette question et la manière dont elle s'est déclinée dans la région Rhône-Alpes. Ensuite, Claudine Lemarchand, donc de l'Université de Caen, du centre Maurice Alvax à Paris, donc nous brossera un tableau général de la situation en France et nous montrant quand même comment, je reprends son expression, sont apparus ce qu'elle appelle des transfuges de genre, c'est-à-dire des personnes qui arrivent à passer les barrières en quelque sorte. Puis donc nous aurons une intervention donc de Monsieur Gérard Faure-Clément, donc directeur des ressources humaines à la SEPR, donc là qui reprendra la question du point de vue de la SEPR, et enfin donc Madame Catherine Eranet, donc du Centre d'information et de documentation des femmes et des familles, nous montrera justement comment cette question est prise en charge dans une logique d'insertion et de promotion donc des femmes. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme on a un temps assez compté, je vais passer tout de suite la parole à Marianne Thivan pour 7-8 minutes, sachant qu'on va faire en sorte après que vous puissiez, au travers des questions, préciser un certain nombre et développer un certain nombre de points. Donc on m'a demandé de mettre en perspective la question du genre de la formation professionnelle. Juste rappeler en guise d'introduction que c'est surtout à partir des années 80, mais surtout 90, que les historiens et les historiennes de la formation technique et professionnelle, historiens et historiennes du travail et notamment de l'histoire du travail des femmes se rencontrent et commencent à rendre visibles les filles dans l'histoire des formations techniques et professionnelles, donc les rendre visibles. Ils et elles mettent en évidence la forte ségrégation sexuée qui existe dans ces formations. Et enfin, c'est plus dans les années 2000, c'est le temps du genre, qu'on prend comme catégorie utile d'analyse et non pas comme théorie du genre. Donc c'est le temps du genre où les historiens et les historiennes s'emparent de cet outil d'analyse pour essayer de décrire, d'expliquer les mécanismes qui ont construit ces ségrégations et cet inégal accès selon le sexe aux formations techniques et professionnelles. Alors l'accès à ces formations a longtemps été plus difficile pour les filles que pour les garçons, ce qui s'explique par le refus ou le déni du travail des femmes au XIXe siècle, puis au XXe, par le refus de la mixité des métiers et de l'égal accès des hommes et des femmes à la professionnalisation et à la qualification. Alors, quelques jalons très rapidement. Premier temps pendant le Second Empire, avec une question: doit-on et peut-on former les filles à un métier? La question, elle est posée publiquement quand sont fondées les premières formations professionnelles féminines, les cours commerciaux d'Élise Luquin à Lyon en 1857, l'école professionnelle d'Élisa Lemonnier à Paris en 1862. Et ces pionnières tirent profit d'une brèche dans le discours dominant d'alors qui dit que la vocation principale des femmes est celle d'être épouse et mère. Le travail des femmes ne peut être que temporaire, il ne peut être que contingent, car si elles travaillent, et pourtant elles sont nombreuses, dès 1860, c'est 6 millions d'actives en France, si elles travaillent, c'est uniquement en attendant le mariage ou pour pallier le décès de leur conjoint ou de leur père. Et donc Élise Luquin, par exemple, propose une formation pour les jeunes femmes célibataires, issues des petites classes moyennes urbaines, donc célibataires ou non encore mariées, et donc elle leur propose une formation pour des métiers acceptables, les métiers qui commencent à s'ouvrir à elles, donc ceux dans les bureaux, et puis surtout à ce moment-là pour des métiers où elles sont déjà présentes, c'est-à-dire dans l'atelier et dans la boutique familiale, à tenir les comptes.
donc avec de la comptabilité. Et donc c'est dans ce contexte qu'il faut replacer aussi la création des premiers cours du soir féminins à la SEPR, donc 4 ans après l'ouverture de la société. Donc on a vraiment une brèche là qui s'ouvre. Deuxième temps sont les années 1880-1890, où on a une impulsion décisive qui est donnée à l'enseignement technique élémentaire et moyen, qu'il s'agisse de création publique et privée, mais les filles sont quand même moins concernées que les garçons par ces dynamiques. Je donne juste un chiffre. À la veille de la Première Guerre mondiale, on a 59 écoles pratiques de commerce et d'industrie qui scolarisent plus de 11 000 garçons, et on a seulement 14 écoles pratiques de commerce et d'industrie qui scolarisent à peine 3 000 filles. Et donc c'est dans le secteur privé, les écoles qui sont créées, développées par les chambres de commerce, par les syndicats, des associations professionnelles, les milieux catholiques, qui vont récupérer, on va dire, cette demande féminine, ces filles donc, qui viennent se former essentiellement au métier du bureau. Alors, le changement intervient avec la loi Astier de 1919, qui rend obligatoire la fréquentation de cours professionnels pour les garçons et pour les filles de 14 à 18 ans, donc qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, si cette formation ouvrière est employée par l'apprentissage, n'a pas reçu les développements souhaités, on va dire que les filles ont quand même répondu présentes. Je prends juste le cas de Lyon, où elles forment quand même 40% des effectifs de ces cours professionnels pendant l'entre-deux-guerres, donc cours qui sont majoritairement organisés par la SEPR. Alors très rapidement, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, on observe l'expansion très forte des scolarités féminines, très forte dans les scolarités, dans les filières de formation générale, dans les filières de formation technologique, où elles dépassent légèrement les garçons. En revanche, elles sont toujours minoritaires dans les formations professionnelles. En gros, on est autour de 42% de filles. Donc elles sont moins nombreuses que les garçons, mais on voit bien qu'elles ont depuis longtemps qu'elles sont formées à des métiers. Cette progression de la scolarité féminine dans le technique et le professionnel s'est réalisée toutefois au sein d'une offre de formation très ségrégative, à un marché du travail non mixte, correspondre des formations séparées selon le sexe. Les interdits professionnels et académiques pèsent lourd, interdits qui sont justifiés, entretenus par un ensemble de normes sociales et sexuées forgées dans les discours sur le rôle des femmes dans la société. Alors, pendant l'entre-deux-guerres, s'il est peu à peu admis que les filles puissent être formées à un métier, cet accès ne peut se concevoir que dans le cadre d'occupations féminines strictement définies par la différence naturelle des sexes et leur fonction sociale. C'est l'idée dominante d'une égalité dans la différence, c'est l'expression qui est employée. En 1939, le directeur de l'enseignement technique, Hippolyte Luc, appelle à un plus large développement des formations féminines pour les préparer, je cite, à remplir les tâches qui leur sont propres, ou même celles qui, sans l'avoir été à l'origine, sont devenues des tâches féminines dans le domaine commercial, administratif, scientifique, dans le domaine industriel lui-même. Donc les femmes doivent être formées au métier de femmes. Mais en retour, peut-on accepter que les garçons suivent des formations autres que celles créées pour eux dans le secteur industriel? Alors, dès le début du siècle, cette question, elle est discutée, et notamment elle est discutée dans le domaine de la formation commerciale, et avec une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut apprendre aux garçons à taper à la machine à écrire? Alors là, on a deux arguments qui s'opposent, je vais très vite, je résume. D'un côté, il y en a qui répondent par un oui, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux garçons à taper à la machine pour qu'ils puissent partager les nouveaux débouchés professionnels qui s'ouvrent alors, donc dans les métiers de bureau. Pour les garçons qui ne pourront pas devenir chefs parce qu'ils ne travaillent pas assez, ne sont pas assez persévérants, ou ils ne sont pas de l'origine sociale adéquate pour cela. Et aussi, on le lit dans les discours, notamment dans les congrès internationaux de l'enseignement technique, on peut aussi apprendre aux garçons à taper à la machine pour ceux qui sont de santé délicate et fragile. Donc, les filles et les garçons doivent apprendre la sténodactylographie, mais pour des raisons différentes. Donc, quelque part, en raison de leur aptitude de genre pour les filles, ce qui les assigne au métier de femme, et pour les garçons, en raison d'aptitudes individuelles. Et cette fois, non de genre. Mais il y en a d'autres qui répondent par la négative. Non, on ne peut pas apprendre à taper à la machine aux garçons au nom d'aptitudes de genre, car les garçons n'ont pas vocation à occuper des emplois sédentaires. Ils doivent porter toute leur activité à l'extérieur des maisons de commerce. Donc, la ségrégation s'organise
Les filles ne trouvent place que dans les filières industrielles, pour ce qui est de l'industrie, donc les filières industrielles liées au métier du tissu. Les 110 professions manuelles qui sont recensées comme pouvant donner lieu à la délivrance d'un CAP en 1929 sont exclusivement destinées pour 103 d'entre elles aux garçons, répartis au sein de 7 groupes, métaux, bois, bâtiments. Et pour les filles, il n'y a que 7 professions qui sont rassemblées dans le groupe des métiers féminins et qui concernent le secteur textile exclusivement. Alors, donc les filles, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elles sont toujours formées à devenir confectionneuses au moment même où les activités textiles commencent à décliner. Donc là, ça renvoie à ce qu'on a entendu tout à l'heure, hein, sur la tension entre les logiques de scolarisation et les logiques de professionnelles. En fait, il y a beaucoup de couturières et de confectionneuses qui se placent ensuite dans les bureaux, dans les magasins, mais aussi dans l'industrie électrotechnique et de petite mécanique, qui sont des secteurs industriels où la main-d'œuvre féminine est très recherchée pour sa minutie, mais leur CAP couture ne vaut pas la qualification et n'ont donc pas pris en compte dans les classifications professionnelles. Donc on voit bien que la ségrégation sexuée des formations empêche l'égalité professionnelle. Donc ce sont des métiers, dans les métiers faits pour elles, que les filles obtiennent une formation et une certification. En 1961, 66% des filles qui poursuivent une scolarité dans le technique ou le professionnel se préparent au brevet et au CAP des métiers de bureau, de la vente et des arts ménagers, et donc plus tard des métiers qui relèvent du care, hein, employés de collectivité, petite enfance. Certaines formations toutefois sont mixtes. Les filles et les garçons sont formés aux chiffres depuis le début du siècle. En 1963, on a 56% de garçons et 44% de filles qui obtenaient le CAP d'aide-comptabilité. Le CAP coiffure, lui, était mixte, relativement mixte dans les années 60, et au contraire, il va se féminiser fortement, du fait notamment de la levée de l'interdit pour les filles de coiffer les hommes. Donc voilà, ce sont des exemples. Si on regarde du côté des formations masculines, elles s'ouvrent très timidement aux filles. J'ai noté qu'en 61, on avait 6 filles qui étaient admises à étudier la petite mécanique de précision dans un collège d'enseignement technique en France. Et donc, ça me permet de faire la transition avec ce que va nous présenter Clotilde Lemarchand, donc sur les transfuges de genre. Mais ce sont justement ces infimes minorités, hein, et parce que ce sont des infimes minorités, on voit bien qu'ils et elles ne remettent pas en question un enseignement professionnel quand même défini, construit au masculin, et ce malgré les politiques d'égalité qui se sont mises en place dans le secteur de la formation professionnelle depuis les années 80. Directement la transition. La transition est facile, merci Marianne. Voilà, je vais vous résumer effectivement un certain nombre très brièvement, donc des résultats de travaux que je mène sur les questions effectivement de ces transfuges de genre. Je ne sais pas comment les nommer mieux. En partant d'un constat qui a été fait effectivement d'une certaine stabilité, c'est un terme qui revient, je trouve, depuis ce matin. Un constat effectivement d'une stabilité de la dimension sexuée dans les formations techniques. Effectivement, aujourd'hui on peut dire que la mixité est permise dans toutes les formations en France, et notamment depuis la loi mixité qui date de 1975 et qui en fait d'ailleurs une obligation juridique. Et pourtant, les formations demeurent très compartimentées entre les sexes. Les garçons sont rares dans les formations de coiffure, couture, secrétariat, service aux personnes, etc. Et les filles sont rares dans les formations d'électronique, menuiserie, conduite de poids lourds, mécanique. Ce sont des constats qui ne sont pas nouveaux, mais qui restent une réalité stable, surtout dans les formations techniques. Donc, en présentant quelques chiffres contemporains, par exemple ceux produits par le CEREC dans les enquêtes Génération 2007, pour les CAP, BEP, on peut voir pour les formations bâtiment-construction 2% de filles, en mécanique automobile 1% de filles. À l'inverse, si on prend secrétariat, on trouve simplement 4% de garçons, et en coiffure 7% de garçons. Donc là, c'est vraiment pas simplement la question de la parité qui est questionnée, c'est vraiment bien la question de la mixité. Pour les bacs professionnels, bâtiment-construction, 3,5% de filles. Mécanique automobile, 1% de filles. En secrétariat, je reprends
comparer les mêmes spécialités, 4% de garçons, donc exactement le même chiffre pour les bacs professionnels que pour les CAP, BEP, coiffure, 3% de garçons, encore moins donc en bac pro. Voilà, donc je pourrais voilà, vous donner d'autres chiffres, mais quand on voit aussi les données de la DEP, du ministère de l'Éducation nationale, on voit aussi une extrême stabilité dans ces secteurs entre les données de 1984 et les données de 2002, y compris dans des filières qui seraient peut-être plus nouvelles, qui ne seraient pas donc d'un poids historique lourd, qui pourrait expliquer peut-être des changements, y compris dans des filières dans lesquelles la question de la force physique n'entre pas en compte, à savoir l'électronique et l'électricité, où en 1984, on voit 2% de filles, en 2002, 3% de filles. Donc voilà, je me suis du coup penchée sur la question des infimes minorités qui sont un peu uniques en leur genre, qui sont des transfuges, en me demandant voilà, quelles ont été leurs motivations à faire ces formations où ils sont rares, où elles sont rares, comment ils ou elles sont accueillis et comment ils se projettent dans l'avenir. Alors, je vais être évidemment très... peut-être au risque même d'être un petit peu caricatural, compte tenu du temps, on pourra revenir dans les questions, mais grosso modo, les principaux résultats que je vois, c'est qu'on constate sur la base de ces nombreux témoignages, des jeunes garçons, des jeunes filles atypiques, elles-mêmes, que en fait, les garçons atypiques sont beaucoup mieux accueillis que ne le sont de leur côté les filles atypiques, en termes d'accueil dans la classe, d'accueil dans l'établissement et dans l'accueil surtout en stage. Ces filles atypiques, en effet, connaissent assez régulièrement des difficultés pour trouver leur place dans la classe, notamment, et aussi pour trouver un stage. Alors, les témoignages qui reviennent de manière assez récurrente sont les suivants, puisque je me suis entretenue longuement avec ces jeunes. Les jeunes garçons me disent souvent... je suis chouchoutée, j'ai été chouchoutée. Chouchoutée, c'est le terme qui revient souvent, ou je cite un autre d'entre eux, je me suis sentie parfaitement à l'aise, ou encore un autre me disant, toutes les filles sont gentilles avec moi, même certains me disant, on est très privilégié quand on est un garçon, notamment en mode, couture, prêt-à-porter, ils me disent vraiment ça. Par comparaison, et c'est là que c'est intéressant, c'est de comparer les mêmes situations des filles et des garçons, et là on voit que les petites difficultés un peu subtiles ressortent un peu plus pour les filles quand on voit la facilité un petit peu subtile, plus ou moins subtile d'ailleurs, qui est faite des fois aux garçons. Par comparaison, donc, les filles atypiques connaissent parfois des difficultés. Le terme là qui revient souvent, c'est le terme de place. Les garçons me disent « tu n'as pas ta place ici ». Toutes me disent aussi « il faut avoir du caractère ». Et certaines filles aussi s'entendent dire des choses du style « les filles, c'est fait pour faire le ménage » ou « les filles, c'est à la cuisine ». Donc là, les choses sont assez nettes encore aujourd'hui, et la stabilité m'a un peu frappée. Je me suis posé la question aussi du rôle et des représentations des adultes encadrant ces formations. Voilà, les points de vue des adultes, j'allais dire, est diversifié, ambivalent, parfois contradictoire, par rapport aux questions de genre et par rapport aux questions de la mixité, et aussi dans leur relation aux atypiques, aux minoritaires, à ceux qui finalement bouleversent un petit peu l'ordre des choses. Je dirais qu'une minorité de ces adultes est sensibilisée à la question du genre. On rencontre quand même le plus souvent des réticences, des résistances à la mixité dans certains métiers et dans certains statuts. Ce qui me frappe aussi, c'est dans le cadre des enseignants, j'ai fait des enquêtes dans les mondes des CFA et des lycées professionnels, différemment. Et à ce niveau-là, je ne vois pas vraiment de scission entre ces deux groupes. Ce que je vois, c'est plutôt 5 types ou 5 logiques qui traversent ce monde des adultes encadrant les formations professionnelles. Entre, d'une part, graduellement, je dirais, un petit groupe très minoritaire d'un parti pris pour l'égalité des chances entre filles et garçons. Donc, c'est ces personnes qui, hommes ou femmes, d'ailleurs, à cet égard, je n'ai pas vu de différence, qui, voilà, conscients quand même des petites difficultés pour les filles
d'être accueillies dans ce qu'on appelle, un peu trop hâtivement d'ailleurs, les sciences et techniques, voilà, sont conscients et agissent aussi. C'est-à-dire agissent pour contrer aussi concrètement les petites maltraitances au quotidien qui peuvent être faites aux filles, aux quelques filles. Plus généralement, il y a une autre logique plus présente, c'est le parti pris d'indifférenciation. On ne fait pas de différence. Là, l'idée, c'est que les élèves ou les apprentis sont venus de leur libre choix et par souci d'égalité, sur une certaine idée de neutralité vis-à-vis de l'instruction, eh bien, on ne prend pas de position. Comme me dit un enseignant, par exemple, on n'est pas là pour surprotéger l'une par rapport à l'autre. L'idée, c'est qu'on fait comme si toute chose était égale par ailleurs. La troisième logique, très récurrente également, c'est le déni des difficultés rencontrées par les filles, notamment, le déni des difficultés d'accueil liées à l'identité sexuée. Il n'y a pas de problème. Pour les filles, ça se passe bien. D'ailleurs, de toute façon, les filles, il n'y a pas de problème. C'est connu, les statistiques le montrent, elles sont meilleures à l'école. Donc, voilà, ça roule pour elles, quoi. Même si, donc, j'ai pu voir pour les CAP et les VEP que les atypiques filles ne sont pas meilleures, n'ont pas de meilleur parcours scolaire quand elles sont atypiques que quand elles sont atypiques que quand elles sont typiques. Elles ont toutes, comme les jeunes garçons qui partent en CAP, BEP, des difficultés scolaires. Quatrième logique, le retournement. Alors, voilà, qui n'est pas majoritaire, mais que j'ai retrouvé régulièrement quand même dans les discours, du style, ce n'est pas les filles qu'il faut aider, mais ce sont les garçons qu'il faut aider. Ce sont les garçons qu'il faut soutenir. Les pauvres, ils ont du mal à l'école, par rapport aux filles qui sont bien meilleures, je l'ai dit. Les pauvres garçons qui sont dans les formations atypiques, eh bien, il y a un soupçon d'homosexualité qui pose sur eux, donc c'est difficile pour eux. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de réflexions et de volonté finalement d'aide des garçons plutôt que d'aider les filles. Et puis la cinquième logique, c'est la posture inégalitaire explicite. Voilà, je l'ai rencontrée un peu de manière très très marquée. Je l'ai rencontrée pas forcément très souvent, mais elle est quand même tacite. Bon, c'est l'idée que de toute façon, voilà, des filles en mécanique, elles ont notamment mécanique automobile, tout ce qui touche autour du véhicule, un petit peu dans le bâtiment aussi. Voilà, elles ne sont pas à leur place. Voilà, j'ai entendu quelques enseignants dire elles ne la sentent pas. La mécanique, elles ne la sentent pas. Donc, voilà, ça renvoie à des postures essentialistes. Voilà. Alors, je ne vais pas être trop longue, juste pour conclure, dire que dans ces points de vue, dans ces logiques, ce qui apparaît, ce n'est pas forcément une différence entre CFA et lycée professionnel. Ce n'est pas tellement une différence entre hommes et femmes. Beaucoup de femmes dans l'enseignement, dans la formation, sont agacées par la thématique de la discrimination positive, avec l'idée que voilà, on doit être pris pour ses compétences et pas simplement parce qu'on est une femme. Voilà, elles sont un petit peu agacées, et on peut le comprendre, d'être aussi finalement montrées du doigt en tant que femme. Ce que je vois comme différence, comme effet peut-être de dispersion finalement des uns et des autres, des unes et des autres dans ces 5 logiques que j'ai décrites, c'est plutôt une question de corps professionnel, je dirais, de grands corps de métier. Je ne sais pas si c'est un terme propre. En tout cas, il y a vraiment, j'allais dire, les plus lucides sur la question de la difficulté des filles à trouver leur place dans ces métiers où elles sont rares, dans ces formations où elles sont rares. Ce sont les gens de la vie scolaire. Ces personnels, pas assez visibles sûrement, que l'on nomme dans la vie scolaire, dans le domaine de la vie scolaire, c'est-à-dire les conseillers pédagogiques d'éducation, les infirmières, je n'ai pas rencontré d'infirmiers dans le scolaire. Voilà, les personnels qui sont surveillants, surveillantes, voilà. C'est plutôt eux qui sont donc finalement au jour le jour, dans la proximité du vécu de ces jeunes qu'ils accueillent, et ce sont eux les plus en phase finalement par rapport à ces réalités psychologiques et sociologiques du vécu des jeunes. Merci. Merci beaucoup. Exposé très stimulant. On va voir ce qui se passe à la SEPR de ce point de vue avec Monsieur Faure-Clément. Alors merci. Tout d'abord, le premier constat que je fais d'ailleurs, c'est qu'effectivement la mixité est un parcours semé d'embûches. Et pour reprendre un peu ce que disait tout à l'heure Philippe Dujardin, j'ai l'impression que depuis 150 ans,
on se pose un peu les mêmes questions et que finalement, il y a des évolutions, mais elles ne sont pas aussi nettes que ça. Et donc, très rapidement, moi, je suis parti. Je vais faire un très, très rapide constat sur des chiffres nationaux de l'éducation nationale sortis de l'enquête IPA-IVA, et je parlerai tout de suite après de la SEPR. Alors, le constat, il est le même. Les filles vont moins que les garçons dans l'apprentissage. Vous avez les chiffres ici. La part, elle est de 44% en lycée professionnel, 31% en apprentissage. On passe tout de suite après. Et on voit d'ailleurs sur ce deuxième slide, sur la petite partie qui est au milieu, la très grande différence entre la formation professionnelle, l'apprentissage filles-garçons. Donc c'est déjà très très net au niveau de la scolarisation. Quand on continue, on se rend compte qu'il y a globalement, et on peut poser quand même la question pourquoi, de meilleurs taux de réussite pour les filles. Le différentiel est de l'ordre de 4%, que ce soit en niveau 5 ou en niveau 4. En niveau 4, Bac Pro en 2011, 86% de réussite chez les filles, 82% chez les garçons, et ça semble quelque chose d'assez constant maintenant, et qu'on retrouve d'ailleurs sur l'ensemble du système éducatif. On passe ensuite au slide suivant. À la fin du collège, les filles s'orientent davantage vers l'enseignement général et technologique, et on se rend compte que là encore, choisissent l'enseignement professionnel pour les filles 31%, contre 42% pour les garçons, et alors que 11% des garçons vont en apprentissage, seuls 4% des filles se tournent vers l'apprentissage. Donc là, déjà, les choix sont extrêmement marqués, et bien évidemment, ça va se répercuter dans ce qui se passe dans nos institutions. On voit ensuite, je passe très très vite puisque ça a été dit par mes collègues tout à l'heure, les principales spécialités des apprentis en première année, niveau 4 et niveau 5. Pour les filles, massivement, coiffure esthétique, service à la personne, 29%, commerce-vente, 23%, alors que les garçons donc, vont à 23% dans l'agroalimentaire, l'alimentation et la cuisine, et 23% sur tous les métiers du bâtiment. Donc là encore, c'est quelque chose de très net pour ce qui est de l'apprentissage. C'est pareil en lycée professionnel, on va passer. Pour arriver ensuite dans le domaine dans la vraie vie, la vie active, qu'est-ce qui se passe? Alors dans le domaine de la production, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, les constats sont très très nets. La part des filles dans les métiers de la production en 2011, si on prend par exemple les matériaux souples, donc tout ce qui relève du textile, 91% de filles dans ces métiers, c'est énorme, 60% dans des métiers plus nouveaux comme la transformation chimique et apparentée, alors que dans les métiers du service, toujours pour les filles, on retrouve dans le top 5 la coiffure, l'esthétique, haute service à la personne pour 94%, donc il n'y a quasiment pas de garçons dans le monde professionnel, 92% secrétariat bureautique, et dans le sanitaire et social, 91%. Et l'on se rend compte ensuite, en matière de situation professionnelle, que les filles, globalement, alors il faut regarder tout ce qui dépasse en vert, globalement, les filles s'insèrent moins bien que les garçons, surtout dans la production. Il y a peu de filles, elles réussissent mieux, manifestement, puisqu'on se rend compte qu'au niveau de réussite au diplôme, elles surperforment, mais elles ont beaucoup plus de mal, là encore, à s'insérer dans le monde professionnel. Donc il y a des stéréotypes extrêmement importants qui restent. Alors, une fois ce constat national établi, qu'est-ce qui se passe à la SEPR? À la SEPR, la situation n'est pas très sensiblement différente, et j'ai un peu le sentiment que depuis les premiers cours mixtes qui ont eu lieu dans cette grande institution, il y a un peu moins de 150 ans maintenant, les choses ont certes évolué, et on met en place un certain nombre d'actions pour évoluer, mais très clairement, on retrouve une situation qui n'est pas sensiblement différente. Sauf peut-être dans un certain nombre de métiers où nos politiques ont commencé à apporter quelques petites distinctions. Globalement, sur un peu plus de 3800 apprenants à la SEPR, les filles représentent plus de 2100 personnes, les garçons 1700, donc on est un petit peu plus féminisé, avec quand même des grandes différences entre, d'une part, l'apprentissage, et vous voyez dans ce tableau
que l'apprentissage, si on est au CFA Ardèche Nord ou si on est au CFA de Lyon, les chiffres sont très très sensiblement différents. Puisque au CFA Ardèche Nord, qui dépend de la SEPR, 33% de filles, contre 60% à Lyon. Donc différence extrêmement importante. Le climat n'a rien à y faire, ni la localisation géographique, mais bien évidemment, c'est une problématique métier, puisque la SEPR, en tant qu'organisme de formation interprofessionnelle qui forme sur plus de 60 métiers, les choix que l'on a vus précédemment, ils sont extrêmement déterminants. Au lycée, on est pratiquement sur du 50-50. Quand on regarde ensuite la répartition, alors bon, c'est un petit peu difficile pour voir ce tableau. Alors, on a été un peu taquin, on a mis en bleu les filles et en rouge les garçons. C'est pas du rose, mais c'est du rouge. Et on voit très bien où sont les pointes à la SEPR. Bon, les métiers, par exemple, de la coiffure, sur un effectif de 455 jeunes, 83 garçons pour 372 filles. Donc là encore, on est sur le schéma national. Les choses ont certes évolué, mais on est quand même sur une forte féminisation de ce métier. Sur la fleuristerie, on est un peu dans les mêmes eaux. Sur 175 apprenants, 162 filles. Sur la pharmacie, sur 247, 232 filles. Et je dirais le top, c'est évidemment dans les métiers de l'esthétique, où sur un effectif global de 320 jeunes, nous n'avons que 3 garçons. Bon. Donc là, les choses sont effectivement extrêmement claires. Et finalement, quand on regarde, qu'on détaille les effectifs apprenants de la SEPR, on se rend compte que sur très très peu de métiers, voire pratiquement pas, on peut parler de vraie mixité allant vers la parité. Le 50-50 n'existe pas. Il y a des déterminismes extrêmement importants qui sont liés à toute une série de facteurs qu'on a entendus précédemment, à la fois à des freins, à des problématiques bien évidemment de stéréotypes, qui relèvent à la fois de schémas mentaux, de traditions, de culture, d'éducation. Ça commence dès le plus jeune âge, à la naissance, dans le berceau familial. Les schémas véhiculés par les familles sont extrêmement déterminants pour l'avenir. Dès la maternelle, les schémas sont extrêmement importants. Et si on prend les manuels scolaires, puisque des directives ont été données par l'Éducation nationale actuellement pour que l'on ait une approche différenciée, justement, qu'on n'attribue plus les métiers, qu'on n'ait plus des métiers féminins, les femmes au foyer, les garçons dans les garages, etc. Donc c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Les problématiques réelles de pénibilité aujourd'hui, bien qu'elles aient beaucoup diminué dans un grand nombre de métiers, dans les métiers du bois, dans les métiers de l'industrie, la mécanisation a apporté beaucoup. Pour autant, dans les schémas mentaux, c'est quand même quelque chose qui reste profondément marqué. Alors, à la SEPR, on a conscient de tous ces problèmes et avec une volonté donc d'influer un petit peu sur ces évolutions, dans la mesure du possible, parce que comme le rappelait tout à l'heure très justement Véronique Furlan, il ne nous appartient pas, nous, de définir la politique de la formation, mais de la mettre en œuvre. Et ce que l'on peut mettre en œuvre au sein de l'établissement, en voie scolaire, on a quelques possibilités d'intervention dans les messages que l'on peut diffuser. En apprentissage, c'est beaucoup plus compliqué, puisque nous ne sommes pas, nous, maîtres du recrutement. Nous acceptons, nous avons obligation d'accueillir tous les contrats qui nous arrivent. Et donc, le message que nous devons diffuser, nous devons le diffuser auprès des employeurs, ce qui n'est pas forcément une chose facile, puisque là encore, on doit lutter contre des stéréotypes bien établis. Alors, dans notre politique que nous avons inscrite dans le plan d'action, visant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on a défini un certain nombre d'actions. Et là, pour le coup, on a suivi aussi un petit peu les politiques qui sont les politiques à la fois nationales et régionales
pour aller vers tous les métiers sont mixtes, qui a été un des mots d'ordre de la région il y a quelques années. Tout d'abord, on s'est attaché à suivre les problématiques de mixité de nos effectifs, ce qui était déjà un premier élément qui n'allait pas forcément de soi, puisqu'il y a encore quelques années, nous avions des apprentis, nous avions des élèves, nous n'avions pas des filles apprentis ou des filles élèves ou des garçons élèves. C'est quelque chose que l'on n'intégrait pas dans nos problématiques. Nous avons, dans un deuxième temps, essayé de sensibiliser les équipes éducatives, l'ensemble des personnels éducatifs et l'ensemble des personnels qui travaillent à la SEPR, et aussi les jeunes, à travers un certain nombre d'actions, d'opérations, comme des quiz égalité professionnelle, par exemple, d'égalité homme-femme, que l'on a essayé de diffuser sous forme de jeux, de concours au sein de l'établissement. Nous avons aussi eu parfois des politiques un peu plus ciblées, notamment en voie scolaire, dans des métiers où on avait le sentiment que l'on pouvait modifier le recrutement, puisque dans un certain nombre de métiers en voie scolaire, nous organisons des tests à l'entrée, et on se rendait compte que dans certains métiers, les filles, bien qu'ayant de bons résultats, avaient du mal à passer un certain nombre de barrages. Et on pouvait penser que c'était lié au genre, et pas forcément à des compétences potentielles ou à des volontés de s'insérer dans tel ou tel métier. Et c'est vrai que les transfuges, parfois, pour les équipes éducatives, avaient du mal à passer ce cap. Et donc, nous avons essayé de mobiliser ces équipes et de faire avancer cette idée de mixité. Pour faire avancer cette idée, nous essayons aussi de travailler sur ce critère dans la constitution des équipes pédagogiques. Là encore, avec beaucoup de difficultés, puisque trouver une enseignante dans le domaine du bois ou de la mécanique auto, ou un enseignant dans le domaine de l'esthétique, c'est extrêmement compliqué. Et quand je dis mixité des équipes, il ne s'agit pas pour nous de dire tous les professeurs d'enseignement généraux sont des femmes et tous les professeurs d'enseignement pratique sont des hommes ou des femmes, mais véritablement, dans le domaine pratique, d'essayer d'insérer cette mixité à titre d'exemplarité. Nous relayons, dans la mesure du possible, la politique du Conseil régional. Nous essayons aussi d'avoir dans notre communication institutionnelle, nous essayons de promouvoir cette idée de mixité des métiers dans les journées portes ouvertes, dans des forums, au Mondial des métiers par exemple, et ça on le retrouve dans nos plaquettes. Dans la mesure du possible, on essaie dans des métiers dits féminins d'avoir une représentation masculine et dans des métiers dits masculins d'avoir plutôt une représentation féminine dans l'image qu'on peut véhiculer dans nos plaquettes et dans toutes nos communications institutionnelles. Et puis je terminerai par peut-être des perspectives d'avenir, parce qu'on se rend compte que sur les stéréotypes filles-garçons, une des enquêtes qui est sortie cette semaine dans les Échos du Commissariat général à la stratégie et à la prospective tend à dire que les contenus et les outils d'enseignement sont défavorables aux filles et que les attitudes enseignantes peuvent avoir un effet négatif sur l'ambition et la confiance en soi des filles en fonction de la façon dont on expose une problématique. Et j'en terminerai là-dessus. Il y a des tests qui ont été réalisés sur des tests tout simples, mais qui sont quand même extrêmement intéressants, où l'on demande à des jeunes de reconstituer une figure géométrique. Quand on dit à des garçons ou à des filles qu'il faut reconstituer une figure géométrique complexe, les garçons sont meilleurs que les filles. Quand on dit à un groupe garçons-filles équivalent, essayez de refaire le même dessin, les résultats sont équivalents, voire légèrement en faveur des filles. Donc dans la façon dont le pédagogue va donner ses consignes dans le groupe classe, le résultat ne sera pas le même. Et ça me renvoie à des problématiques internes que l'on va essayer de mettre en place à travers les neurosciences. Je pense qu'une des
une des évolutions possibles pour faire avancer ce dossier, c'est de travailler aussi en intégrant des problématiques de neurosciences traduites dans la pédagogie au quotidien pour avoir des résultats un petit peu plus probants. Merci beaucoup. Ces éléments très concrets, très précis. Je pense qu'on va passer à une politique un peu volontariste, justement, d'insertion professionnelle des femmes. Donc je passe la parole à Madame Eranet. Bonjour, Catherine Eranet, je suis directrice du Centre d'information pour les droits des femmes et des familles du Rhône. Alors, peut-être d'abord dire qui sont les CIDF, les centres d'information. Ils ont été fondés en 1972 à l'initiative de l'État suite à la loi sur la formation continue. Et c'est à ce moment-là que le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles a été imaginé comme un relais essentiel de l'action des pouvoirs publics en matière d'accès aux droits des femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le CIDF du Rhône, qui s'appelait à l'époque le CIF, le Centre d'information féminin, pour devenir quelques années après le Centre d'information pour les droits des femmes et des familles, sera fondé, lui, fin 1974. Nous exerçons une mission d'intérêt général confiée par l'État, dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. À partir de 1997, l'évolution du réseau va être marquée par l'élaboration de textes de référence qui vont garantir son éthique, ses valeurs et son cadre de fonctionnement. Une charte nationale qui affirme des principes déontologiques, une procédure d'habilitation des CIDF par l'État, et puis un contrat d'objectifs entre l'État et le Centre national. Acteurs et observateurs de l'évolution de la situation des femmes en France, les CIDF affirment à la fois leur appartenance au mouvement associatif et leur participation à la politique globale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, conduite par les services de l'État, et notamment les chargés des droits des femmes. Nous nous appuyons sur des principes et des règles contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte européenne des droits fondamentaux, les deux constitutions de 1946 et de 1958, les différents traités européens, et puis la convention signée par l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Alors, quelle est l'approche des CIDF ? La première des approches, c'est sortir d'une analyse neutre des faits sociaux, analyser toute problématique sociale par le genre pour développer des actions susceptibles de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, faire remonter au pouvoir public les éléments d'analyse issus de notre activité d'information des femmes et des familles, et intervenir de manière transversale et globale sur l'ensemble des problématiques rencontrées par les femmes. Les CIDF, donc c'est 117 CIDF en France, 1000 salariés, qui sont des équipes pluridisciplinaires composées de juristes, de conseillères à l'emploi ou de conseillers à l'emploi, à la formation professionnelle ou à la création, de conseillers ou conseillères conjugales et familiales, d'intervenants ou d'intervenantes sociaux en gendarmerie ou en commissariat. Alors, toute la question, c'est de se dire comment concilier une avance en mixité des emplois et la lutte contre le chômage. Comment mobilisons-nous les analyses par le genre pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, en direction des femmes en demande d'emploi ou de formation. Notre activité principale est tournée vers les femmes de plus de 26 ans, puisqu'il y a une répartition entre l'accompagnement professionnel, entre les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et puis d'autres structures. Et donc nous, sur l'accompagnement professionnel, on intervient essentiellement sur les plus de 26 ans. Pour tout ce qui est l'information, on a une grosse partie d'information en direction des scolaires, dès la prime enfance, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour revenir sur les adultes, nous savons que depuis des années, les femmes sont plus exposées que les hommes au chômage, même si le taux de chômage des hommes a rejoint en 2013 celui des femmes, bien que celui-ci cache le nombre bien plus important des femmes que d'hommes inscrits dans les catégories B et C. Dès 1985, dans les CIDF, nous avons mis en place des services internes d'accompagnement à l'emploi, avec des multiples partenariats créés avec Pôle emploi, l'AFPA ou les missions locales. Le profil des femmes que nous accueillons dans les CIDF, et particulièrement dans celui du Rhône, c'est 8000 personnes par an, 10 000 demandes, et 85% de ce public sont des femmes. 60% de ce public habitent dans les quartiers politiques de la ville. La grande majorité a moins de 45 ans et la moitié vivent seuls, dont plus de 75% ont des enfants.
Nous accompagnons 1500 femmes chaque année dans le Rhône, dont plus de 50% sont des familles materno-parentales, avec des situations économiques précaires. Selon les territoires du Rhône, entre 44 et 70% des femmes accompagnées ont un niveau inférieur ou égal au niveau 5. Notre méthodologie s'appuie sur un référentiel avec des outils qui permettent de déconstruire les rapports sociaux de sexe afin d'élargir le champ des possibles des femmes accompagnées. En effet, on sait qu'entre 2009 et 2011, près de 50% des femmes actives se concentrent dans 12 familles de métiers, alors que les 12 premières familles occupées par les hommes ne regroupent que 35%. Parce que promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est dire que tout est possible, nous remettons en cause l'idée que certains métiers sont masculins, ou faits pour les hommes, ou réservés aux femmes, ou largement, et plus largement, nous abordons la déconstruction des rapports de genre dans tous les domaines, famille et éducation, qui portent atteinte à l'autonomie des femmes et qui constituent un véritable frein à l'insertion professionnelle des femmes. Nous évoquons donc dans nos accompagnements au retour à l'emploi les questions comme l'articulation des temps de vie entre les temps de vie professionnels, personnels, familiales, l'éducation des filles et des garçons, l'articulation sexuée des temps sociaux, la représentation sexuée des métiers. Dans les CIDF, les rapports de genre sont donc aussi appréhendés sous l'angle de la socialisation des femmes et des hommes à des rapports sexués inégaux qui pèsent sur les individus et dont on estime qu'ils sapent l'estime de soi. Aussi, les actions et le temps consacré par les chargés d'accompagnement à l'emploi au public féminin pour l'élaboration d'un projet professionnel ou d'insertion professionnelle ne sont pas complètement dédiés à une étude des demandes d'emploi, l'élaboration d'un CV ou une lettre de motivation. Il s'agit aussi de travailler sur les autres contraintes, objectives ou subjectives, qui rendent l'insertion professionnelle difficile ou mal assurée à plus ou moins brève échéance. Alors c'est tout un accompagnement autour du projet d'emploi des femmes et du projet de vie. C'est un travail qui va se situer en termes d'interrogation et de questionnement. Quels sont les centres d'intérêt et les compétences? Quelles sont les capacités qui ont été développées dans un cadre de vie personnelle, éventuellement sociale? C'est un travail vraiment autour de ces questions pour arriver à définir un projet d'accès à l'emploi, avec ou non un passage en formation. Ce travail en profondeur qu'il s'agit ici de transformer avec elles pour qu'elles se réapproprient leur existence et leur avenir. On est sur un travail plus éducatif, on va prendre le temps d'eux. L'analyse en termes de genre et de division sexuelle du travail est au cœur de ce que nous appelons l'approche globale des femmes, terminologie aujourd'hui beaucoup reprise. L'idée est de prendre en compte tous les aspects de la situation des femmes susceptibles d'influer ou de freiner la reprise d'emploi, les contraintes familiales, les vécus traumatiques liés à des violences. Par ailleurs, l'approche globale pose le principe selon lequel les savoir-faire des individus s'acquièrent aussi bien dans des activités salariées que bénévoles, dans la sphère privée comme professionnelle, et qu'ils peuvent être valorisés, transférés, voire validés pour favoriser la reprise d'emploi. Au CIDF, l'enjeu est non seulement de permettre à des femmes en demande d'emploi de retrouver le chemin de l'emploi, mais aussi à contourner le déni de genre. En déniant les effets de la division sexuelle du travail domestique et salarié sur les trajectoires féminines, les logiques sexuées discriminantes à l'œuvre dans les processus de recrutement ou de promotion, on passe à côté de ce qui fait véritablement obstacle au retour à l'emploi de nombre de femmes, malgré toute leur bonne volonté à dépasser cette situation. Alors comment fait-on au sein des CIDF quels sont nos outils ? La formation continue de nos équipes constamment sur les questions de genre et d'égalité de sexe. Avoir des bureaux d'accompagnement individualisés vers l'emploi qui sont construits autour d'une démarche globale où on prend en compte tout ce qui fait la femme à travers les problématiques de conflits familiaux, conjugaux, difficultés d'angoisse, le manque de confiance, estime de soi. Hier, il y avait une soirée remarquable sur France 2 pour ceux qui ont pu regarder la télé. Un des outils également principaux dans notre accompagnement, c'est la démarche d'élargissement des choix professionnels pour transgresser justement la logique sexuée de l'emploi.
C'est un stade incontournable de déconstruction des stéréotypes pour se dire qu'est-ce qui est possible, de quoi j'ai envie, pourquoi un travail est plus féminin, dit plus féminin ou masculin, comment moi je peux me trouver et me retrouver là-dedans. Un des outils qui est systématiquement utilisé dans nos accompagnements est l'arbre du genre, afin de sensibiliser les femmes et les hommes lorsque nous faisons des interventions dans des milieux plus mixtes autour des constructions sociales de genre. Les CIDF ont été vraiment pionniers autour de cet élargissement des choix, puisque dès 1998, nous avons entamé un travail de partenariat avec les missions locales, avec un module qui s'appelle « Voyez large », qui est un module, justement, j'ouvre le champ des possibles et vers quoi je peux aller. Je finirai pour dire que les actions d'élargissement des choix peuvent être mises en place également à destination des partenaires institutionnels et des partenaires associatifs. En effet, il est vain d'engager seul une démarche qui transgresse la logique sexuée de répartition de l'emploi. C'est pourquoi toutes les initiatives dès le plus jeune âge en direction de l'égalité filles-garçons sont des actions importantes pour agir contre la division sexuée du travail et les effets négatifs des rapports sociaux de sexe sur l'insertion professionnelle des femmes. J'ai une question pratique. Combien de temps a-t-on ? 10 minutes. Très bien. Alors, quelques questions pour lancer le débat. En matière d'enseignement professionnel, l'enseignement agricole a souvent été assez innovant dans pas mal de domaines. Et donc, comme là, le poids de la main-d'œuvre féminine a longtemps été très important, je me demandais s'il y avait eu des initiatives, des particularités, comme ça a pu être le cas, par exemple, en matière d'alternance. L'alternance en France est apparue en premier lieu dans l'enseignement agricole. Alors, est-ce que, du point de vue des contraintes de genre, eh bien, il y a eu des expériences dans le passé dans ce type de secteur? Deuxième question, est-ce que on voit émerger, et éventuellement à quel moment, je dirais une politique publique tournée vers la formation des formateurs, intégrant cette question, ou est-ce que finalement c'est un aspect qui n'est pas pris en compte, qu'il s'agisse d'ailleurs de la formation initiale ou de la formation continue des enseignants et des formateurs, hein, voilà, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a une action construite, et donc d'ailleurs ça me fait une transition plus spécifiquement vers la SEPR. Donc est-ce que vous nous avez donné déjà des instruments tout à fait intéressants, mais est-ce que vous-même vous agissez au travers de la formation continue sur donc la déconstruction d'un certain nombre de stéréotypes, sur des exemples justement de transfuges qui pourraient, puisque vous en avez chez vous, donc est-ce que vous les mobilisez, des anciens élèves, des anciennes élèves qui viennent témoigner, par exemple, de ce qu'elles ont pu faire en termes de cheminement professionnel en ayant été un transfuge. Voilà. Comment vous essayez d'écarter les bornes du possible, et question qui fait le lien avec ce que vient de dire Madame Eranet, d'ailleurs d'une certaine manière, est-ce que vous travaillez ensemble, c'est-à-dire est-ce que le travail qui est fait au stade de l'insertion, donc je sais bien qu'il y a le cloisonnement plus ou moins 25 ans, 26 ans, enfin ça c'est une barrière qui peut-être pourrait être levée, donc est-ce que vous travaillez ensemble, est-ce que vous faites des choses, est-ce que les expériences que vous menez font un retour en amont de l'insertion vers la formation initiale? Voilà quelques questions pour lancer le débat. Alors, quelques mots effectivement pour compléter nos éléments politiques. Alors, tout d'abord sur votre première question et sur le constat qui est fait, quelle formation pour les équipes éducatives? Aujourd'hui, moi j'ai un peu le sentiment qu'on est dans une première étape de diagnostic. Toutes les études qui sont faites font des constats, effectivement, et des constats qui me semblent relativement invariants depuis quand même pas mal de décennies. Il y a, me semble-t-il maintenant, et à travers l'article de presse que je citais, cet article de cette semaine et cette dernière étude, je pense qu'il y a des prises de conscience qu'il faut aller au-delà. On a une volonté politique aujourd'hui
manifestement d'aller vers la mixité, vers une égalité professionnelle, tant sur le terrain de l'entreprise que sur le terrain, évidemment, du monde éducatif. Parce que si on veut une mixité dans l'entreprise, il faut commencer au point zéro. Il faut commencer dans le cercle familial, il faut commencer par briser ces stéréotypes, pour changer ses habitudes culturelles, ses modes de pensée. Et aujourd'hui, les vrais enjeux, il me semble-t-il, sont là. On se rend compte que la formation, l'acte éducatif n'est pas neutre non plus, parce que l'enseignant ou l'enseignante, lui-même ou elle-même, est porteuse de ces stéréotypes. Donc, quel impact, comment peut-on agir sur ces stéréotypes? Pour ce qui est de la SEPR et à notre simple niveau, il ne s'agit pas là d'appliquer des politiques nationales. Alors, on s'associe à certaines politiques. On s'associe dans communication à la politique de la région. Quand la région a dit tous les métiers sont mixtes, évidemment, on a rembrayé en interne et en externe sur ces éléments. On applique aussi la politique, on s'est associé à la politique de la chambre des métiers et de l'artisanat dans le même axe de la mixité des métiers. Et on essaie effectivement d'avoir à la fois un impact sur nos équipes pédagogiques, avec les opérations que j'ai citées tout à l'heure dans un certain nombre de métiers, avec d'ailleurs des résultats qui sont sensibles. Dans des métiers comme le bois, par exemple, ou des métiers comme les industries graphiques, à la fois les sensibilisations internes, la modification, les équipements nouveaux qu'on a pu apporter, les modifications d'équipements, l'ergonomie nouvelle qu'on a pu apporter au sein de l'établissement, font qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des métiers complètement sexués. On a, par exemple, dans le domaine des industries graphiques, sur un effectif de 171 jeunes, on a 106 garçons pour 65 filles. C'est quand même un pourcentage tout à fait significatif de filles. Pour les métiers de l'ameublement, sur 137 jeunes, nous avons quand même 30 filles dans des métiers qui étaient éminemment masculins il y a encore quelques années. Donc on se rend compte que des actions de sensibilisation peuvent apporter quand même quelques fruits, surtout quand il s'agit de la voie scolaire. Sur l'apprentissage, c'est plus compliqué, parce qu'effectivement, et ça rejoint votre deuxième question, et nous essayons aussi, là encore, d'interagir, il faut mettre en situation, en démonstration des jeunes qui sont, on peut appeler des transfuges. Moi, le terme me gêne un peu parce que qui dit transfuge dit exception, alors qu'en fait, on devrait pouvoir de plus en plus mettre ces jeunes en situation. Et chaque fois qu'on le peut, dans des forums, par exemple, il nous est arrivé de faire intervenir des jeunes filles dans le domaine de l'automobile, parce que certaines ont aujourd'hui des parcours qui sont tout à fait intéressants. Je voulais juste, je trouve qu'effectivement la question de la formation des enseignants, on voit bien que c'est une des clés, si ce n'est une clé vraiment très, très importante pour arriver à cette mixité. Donc voilà, c'était juste une remarque, mais en même temps, quand on parle des politiques d'égalité, de mixité dans l'enseignement professionnel, c'est vrai que j'ai l'impression que, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, on le sait, l'accent est quand même mis surtout sur encourager les filles pour aller dans les métiers, dans les filières masculines, et rarement l'inverse. Or, si on veut que ça change, il vaut bien jouer sur les deux tableaux. C'était juste une remarque. Moi, je voulais juste répondre sur l'enseignement agricole. Je connais assez mal l'enseignement agricole, mais ce que j'ai vu pour l'après 45, bon, je suis historienne, donc je reviens toujours un peu loin. Dans les années 50-60, il y a toute une politique de promotion sociale qui est mise en place donc dans les campagnes françaises, dans un but de modernisation des campagnes. Et ces politiques visent, on va dire, un petit peu les femmes, pas beaucoup. C'est toujours pour leur apprendre la comptabilité, donc toutes les techniques comptables pour une entreprise agricole. Mais aussi, il y a des formations sur tout ce qui est travaux de la ferme, donc la basse-cour. On en revient toujours au même stéréotype. En revanche, on sait très bien que les femmes conduisent des tracteurs, mais on ne les forme toujours pas à les réparer. Donc, je ne sais pas s'il y a de l'innovation. Peut-être que Clotilde, sur la période plus contemporaine, tu peux réagir.
Je vais réagir, mais avec prudence. En fait, c'est un volet que je complète à mon étude en cours. Voilà. Ce que je peux voir, c'est que depuis 10 ans, il y a eu, maintenant 11 ans tout juste, il y a eu effectivement, il y a un an, donc les 10 ans le ministère de l'Agriculture fêtait les 10 ans d'un réseau national, effectivement, qui se voulait un petit peu novateur sur les questions qui étaient vraiment ciblées sur la question des mixités, de la mixité dans les formations. Donc il y a eu vraiment tout un travail dans certains sites vers Toulouse, dans la Manche. Enfin, il y a eu quelques relais comme ça dans des lycées où ça tient aussi à quelques individus un peu moteurs, motrices. Voilà, il y a eu toute une dynamique de réflexion, de documentation, de vidéos, de témoignages, voilà, tout un tissage d'informations qui sont maintenant un peu formalisées, hein, avec des réflexions sur aussi les politiques, une dimension politiste un peu des choses en termes d'actions spécifiques ou bien plus transversales, hein, tous ces débats-là. Donc voilà, il y a des choses effectivement peut-être un peu avant-gardistes, voilà, dans ce ministère-là. Sur le volet voilà, des minoritaires ou des jeunes atypiques, voilà, moi j'avais un peu l'hypothèse optimiste au départ de me dire que peut-être en agriculture, l'agriculture métier de couple, alors peut-être qu'il y avait eu une diffusion, c'est Alice Barthez qui disait ça, donc peut-être qu'il y avait entre cet aspect-là, cette tradition-là d'une agriculture voilà, où il y avait de fait, par son format, par son organisation structurelle, une place faite aux femmes, même si c'était dans la ségrégation, mais il y avait quand même une place faite aux femmes, peut-être qu'il y avait plus de filles. Bon, c'est peut-être pas si optimiste que ça quand même, hein. Les filles que j'ai interrogées, elles me disent quand même un peu leurs difficultés aussi quand même de faire leur place, notamment autour du tracteur. Il y aurait beaucoup à dire autour de cet objet qui est quand même un peu, qui est de plus en plus, je pense, monopolisé à nouveau. Il a été peut-être plus mixte il y a 20 ans, 15 ans qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, c'est une petite approche technique qui pourrait être intéressante. Alors, si on regarde les chiffres des formations suivies en région Rhône-Alpes, hein, alors là c'est forcément je regarde sur la formation continue, parce que moi je n'ai pas les chiffres de la formation initiale. L'agriculture, il y a eu 1275 stagiaires qui sont rentrés en formation dans le domaine de formation de l'agriculture, et sur ces 1275, il y a 462 femmes pour donc 800 hommes. Donc voilà, on a une répartition qui est assez intéressante par rapport à d'autres métiers. Si je regarde bâtiments, travaux publics, sur 2700 stagiaires, on a 160 femmes. Donc la répartition, par exemple, dans l'agriculture, elle peut être... Non, mais là, on est par domaine de métier, et là, on est plutôt sur des formations plus techniques. Voilà. Alors, sur la question qui est de la formation, hein, et de la formation initiale, enfin, de la formation des enseignants, on sait bien que si on veut qu'il y ait des choses qui changent, il faut que ça se passe absolument à tous les niveaux de la société. Et en termes d'outils aujourd'hui qui existent et dont on a beaucoup parlé récemment, qui sont les ABCD de l'égalité, ils ont donc un outil qui a été mis à disposition des enseignants du primaire. C'est bien par cette formation des enseignants et donc par leur propre élargissement et la lutte contre leurs propres stéréotypes que l'on arrivera à faire bouger les choses en termes de génération. Et donc bien sûr que ce n'est pas après-demain qu'on va voir les effets immédiats de ce travail qui est fait sur les primaires, mais on pense que d'ici une quinzaine d'années, voir arriver quand même des choses qui pourraient être extrêmement intéressantes. Puisque quand aujourd'hui on intervient, et nous c'est un des secteurs où on intervient beaucoup, l'école, voilà, les réactions des petits garçons et des petites filles sont des réactions très très stéréotypées. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les manuels, comme disait monsieur, nous aident particulièrement sur la lutte contre les stéréotypes, où il n'y a pas très longtemps, on était à la période de Noël, quand on voit les catalogues de jouets sur la répartition filles-garçons, il y a 10 ans de ça, on ne voyait pas des feuilles roses et des feuilles bleues pour dire que, voilà, enfin, il y a aujourd'hui des choses qui sont quand même très posées en termes de stéréotypes et qui étaient beaucoup moins posées il y a quelques années. Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la formation des formateurs ou des enseignants est effectivement un enjeu important. Et j'ai cru savoir qu'il y a quand même depuis longtemps des motions qui sont signées
par des associations comme Femmes et Sciences, comme la conférence permanente des chargés de mission égalité hommes-femmes dans les universités, ou voilà, de plusieurs sources. Voilà, mais on a un peu l'impression que ça reste des fois dans des cartons ministériels et que ça n'a pas forcément beaucoup de... Voilà. Jusqu'ici, dans les IUFM, par exemple, les instituts de formation des maîtres, il n'y avait pas de formation au genre obligatoire. Donc c'est devenu un module obligatoire que depuis la formation des ESPE, donc qui est finalement le nouveau nom des IUFM, des instituts de formation des enseignants, primaires et secondaires. Et voilà, ça n'est que très récemment. Et que quelques heures, c'est un saupoudrage quand même très prudent quand même. Et juste, il faut toujours se battre pour les maintenir, ces modules. C'est pas. Oui, et puis je tenais juste à préciser que ce que vous venez de dire est très intéressant, mais je rappelle quand même que concernant l'apprentissage, il n'y a pas de formation des professeurs pour l'alternance aujourd'hui. C'est quelque chose que nous appelons de nos voeux, mais qui actuellement n'existe pas. Les formateurs qui vont à l'apprentissage, souvent le font ou en sortie d'emploi dans la vie active, dans l'industrie ou dans les services, ou alors ce sont des jeunes étudiants qui, sortis de leurs études, se tournent vers un emploi dans l'apprentissage. Donc effectivement, là, tout est à faire. Peut-être quelques questions. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque et un complément par rapport à ce qu'a dit M. Faure-Clément sur les 30% de filles dans l'apprentissage. Parce que je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin que ce chiffre de 30% dont on peut dire, bon, c'est pas bien, il faut essayer de l'amener à 50 et tout ça. Mais c'est pas seulement qu'un ratio qui n'est pas correct. Premier élément, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que quand on regarde sur les 20 ou 30 dernières années, on peut dire, les optimistes diront ça a gagné 1 ou 2 points, mais grosso modo, ça ne bouge pas. Alors que l'apprentissage s'est beaucoup transformé, y compris, on l'a vu, en allant vers les niveaux du supérieur. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, ces 30%, cette sous-représentation des filles, elle camoufle ce que j'appelle une double peine pour les filles. Parce que comme il y a le cloisonnement des métiers dont vous avez parlé, effectivement, la concurrence entre filles est plus forte, et lorsqu'on compare à niveau égal un CAP, en CAP ou en BEP, un niveau de diplôme égal, le niveau scolaire de recrutement des filles et des garçons, eh bien les filles sont sursélectionnées scolairement. Autrement dit, pour rentrer dans l'apprentissage pour le même diplôme, le même niveau de diplôme, il faut qu'elles aient un meilleur niveau scolaire que les garçons. Donc sursélectionnées à l'entrée, alors ce qui explique peut-être au passage qu'elles réussissent mieux, parce que les capitaux scolaires ne sont pas disqualifiés dans l'apprentissage, et puis, vous l'avez signalé, sous-insérées à la sortie. C'est pour ça que je parle d'une double peine. Ce n'est pas qu'un pourcentage qui n'est pas le bon, ça va plus loin que ça. Et je voudrais rebondir, et je vais arrêter là-dessus, je voudrais rebondir sur cette remarque pour faire une remarque un peu plus politique sur les cohérences des politiques publiques. C'est-à-dire que quand je signale ça sur la surreprésentation des filles et leur double peine, je mets ça en rapport avec le discours que nous a tenu le président Kéran tout à l'heure, très très favorable à l'apprentissage et à son développement avec ses objectifs quantitatifs. Faut quand même pas oublier que le dispositif apprentissage, du point de vue du genre, mais on peut prendre du point de vue des jeunes d'origine immigrée, n'est pas universel. C'est un dispositif discriminant parce qu'il y a sélection. Ce n'est pas un bien public. Donc on ne peut pas dire à la fois en termes de politique publique, développons l'apprentissage, etc., et dire d'un autre côté, je fais une autre politique publique sur tous les métiers sont mixtes, parce qu'en disant je développe l'apprentissage, je développe un dispositif qui n'est pas favorable aux jeunes filles. Et je trouve que c'est la segmentation des politiques publiques qui pose question de ce point de vue-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ça m'a coupé un petit peu l'herbe sous le pied, mais ça ne fait rien. Parmi les différentes raisons qui ont été évoquées sur la situation des filles aujourd'hui, il y a quand même une qui me paraît étrange qu'on n'ait pas évoquée, c'est la discrimination salariale. C'est-à-dire qu'on a parlé de sous-assertion, qui est une manière élégante de dire qu'elles sont, pour le même emploi, sous-payées. Et on sait que c'est 25% en moyenne. Et dans les objectifs, vous avez évoqué, je parle pour vous, madame, j'ai bien écouté et je n'ai pas entendu qu'on avait évoqué ce problème et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Voilà.
Oui, parce que si on était provocateur, on pourrait dire, mais alors les patrons auraient tout intérêt à prendre des filles, puisqu'elles les paieraient moins cher. Ils le font peut-être d'ailleurs dans certains cas, mais je vous laisse réagir à cette question qui est intéressante. Alors, on ne pouvait pas tout aborder, hein, puisqu'on avait 5 minutes, donc la politique salariale, on ne l'a pas forcément abordée. La problématique du salaire est vraiment une problématique que l'on voit dès l'entrée, c'est-à-dire que quel que soit le niveau scolaire des filles, à métier égal, et je discutais hier encore avec une femme sortante d'HEC qui disait, quand on prend nos postes en sortant d'HEC, on est 15% payé moins cher qu'un homme. Voilà. Et pourtant, formation égale, formation extrêmement qualifiée, etc. Donc ça relève plusieurs choses, et dont notamment les propres stéréotypes que peuvent avoir les femmes qui sont de « on n'a jamais été habitué à négocier ». Négociation, hein, quand on est petite fille, les petites filles, on leur dit il faut que tu sois sage, il faut que tu dises oui. Voilà, un petit garçon, s'il rebelle un peu, il a du caractère. Si c'est une fille, c'est une pénible. Donc, depuis la petite éducation, les filles n'ont pas été habituées à négocier. Donc, quand on leur dit voilà, vous avez tel salaire, pour beaucoup, elles vont dire d'abord merci, en disant bien contente d'avoir un salaire. Et la question de avoir le salaire égal par rapport au travail que l'on fait, ce n'est pas uniquement la problématique des femmes, c'est bien une problématique collective et commune à l'ensemble de la communauté et de la société, de se dire qu'on ne doit pas payer moins cher un individu parce qu'il est de tel sexe ou de telle origine ou telle origine. Moi, éventuellement, je pourrais continuer juste avec le témoignage d'une jeune fille qui réfléchissait tout haut en répondant à une de mes questions, puis qui disait, alors elle sortait de formation en électronique, un bac pro, et elle disait, d'un autre côté, voilà, elles anticipent beaucoup les filles, et du coup, elles s'autocensurent. Hein, il y a comme un petit peu aussi il y a beaucoup d'autocensure. Elle se projette vraiment loin dans l'avenir. Elle disait, c'est clair, un employeur, il voit arriver une fille, il se dit, il voit arriver une jeune femme, il pense congé maternité, il pense des choses comme ça. Mais d'un autre côté, comme je serais peut-être moins bien payée, du coup, j'ai peut-être quand même des chances d'avoir un poste. Elle posait, les deux choses, inconvénients, avantages, du point de vue de l'employeur. Voilà, moi, ça m'avait un peu frappée, et ça peut continuer encore longtemps comme ça. Merci. Je ne sais pas s'il nous reste du temps ou si on peut encore prendre des questions. Alors, en attendant la réponse, on peut peut-être prendre une question. Y a-t-il encore des questions ? Non. Bon, je crois qu'on va conclure là cette table ronde. D'ailleurs, ce dernier élément sur les compétences à négocier, je trouve être vraiment une remarque très intéressante parce qu'on voit à quel point l'école met l'accent maintenant sur ce genre de compétences, des aptitudes à coopérer, les entreprises aussi d'ailleurs, les aptitudes à coopérer, à faire du travail collectif, donc à négocier, à savoir s'entendre. Et c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on intègre très bien donc les risques que vous avez pointés dans la manière d'introduire les apprentissages à ces compétences. Il faudra regarder de plus près, mais je pense que c'est une vraie question. Merci et bon appétit. Ça devient presque un discours qui est justifié. Moi, je finis par être très partagé. C'est vrai que c'est quand même très très complexe. Le constat qu'on fait, c'est que maintenant il y a plus de filles. Les filles font de plus en plus d'études, réussissent de plus en plus, mieux que les garçons. Il est en train de se passer un certain nombre de choses. Elles font plus d'études que les garçons, mais pour une rentabilité qui est moins évidente.